Monsieur le maire d'Aniche, vice-président de la communauté de communes du cœur de Sauvant, mesdames et messieurs les adjoints, monsieur le président de l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale AR15 Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Luxembourg, madame Muriel Résultec, vice-présidente de l'AIH à l'AA, l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale, délégué du président au Trinôme académique de Lille, madame Zoya Arignon, présidente de la délégation Nord-Pas-de-Calais et de la délégation russe de la Renaissance française, messieurs les présidents honoraires de la AIHEDN, mesdames et messieurs les membres de l'association des auditeurs, mesdames, messieurs, chers collègues, puisque j'ai reconnu un certain nombre de collègues au sein de l'Assemblée, mesdames, messieurs, monsieur le maire, vous remercier de l'accueil en votre hôtel de ville est un devoir effectué avec plaisir, vu le faste de cette salle. Votre conseil et vous-même, vous êtes attachés au pouvoir que représente l'éducation, la formation des citoyens, le développement de l'esprit défense. Et je sais que vous portez contribution à ce cœur essentiel du développement d'une cité. Quand des distinctions ont été créées en 1808, perdurent plus de 200 ans après, en dépit des vicissitudes de l'histoire d'un pays, plusieurs guerres, d'intensité plus grande ampleur, des séquences révolutionnaires, quand elles survivent en changeant de nature, aux mutations institutionnelles qui ont affecté le pays, passage de l'Empire à différentes formes de royauté, à différentes républiques, quand elles résistent à la transformation profonde de la société et à l'évolution ininterrompue de l'éducation nationale, elles acquièrent dans la mémoire collective une légitimité qui dépasse largement le cadre solennel d'une remise de médailles. Chaque cérémonie de remise de palme est l'occasion de mettre à l'honneur un homme se consacrant à une belle et noble cause, celle de l'éducation, celle de la formation des jeunes, et qui, en raison de leur action et de leur dévouement, méritent une reconnaissance particulière du pays. L'histoire des palmes se confond avec l'histoire de notre école et celle de nos enseignants, et la couleur violette de leur ruban, équilibre entre le bleu et le rouge, qui s'y mélange, est considéré comme un signe d'engagement, de sagesse, de connaissance, d'autorité et de spiritualité. Il va falloir répondre à ces questions. Ce violet-là, certains d'entre nous doivent s'en souvenir, était la couleur de l'encre des écoles communales, celle qui tachait les cahiers, les buvards, les doigts, mais celle qui permettait d'apprendre à écrire, de se construire. Quelle plus belle mission, en effet, que de faire progresser le savoir et la culture en formant la jeunesse au travers des lettres, des sciences et des arts, en construisant des citoyens engagés et éclairés. On ne peut qu'apprécier ce partage des valeurs républicaines, cette construction véhiculée par l'ordre des palmes académiques. Comme toute distinction, les palmes académiques sont d'abord une reconnaissance, une marque de considération. Elles créent en contrepartie des devoirs d'exemplarité, individuels et collectifs. Le devoir de poursuivre l'effort d'éducation, de formation des citoyens, le devoir de contribuer aux actions collectives, au partage des valeurs, le devoir de solidarité, de partage du savoir et de construction des valeurs également. Ce n'est qu'en 1955 que le président Coty institue l'ordre des palmes académiques avec les 3 grades connus, chevalier, officier, commandeur. Chevalier, oui, ce fut la reconnaissance d'un enseignant exemplaire. Mais pourquoi promouvoir Bernard au grade d'officier?
Monsieur le maire, mesdames et messieurs, cher Bernard, cher Maryse, vous tous que j'ai tant plaisir à retrouver aujourd'hui, effectivement, Bernard témoigne d'un engagement qui traduit à l'image de sa carrière un développement total de grande qualité au service public d'éducation. Bien que retraité de l'éducation nationale, Bernard s'est particulièrement distingué par la mise en place et le pilotage d'actions éducatives permettant de développer chez l'élève une culture républicaine de défense et de sécurité, notamment dans le cadre de sa présidence de la R15 et de membre ès-qualité du Trinôme académique de Lille. Et cela en écho à Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, selon qui la force de la cité n'est pas dans ses vaisseaux ni dans ses remparts, mais dans le caractère de ses citoyens. Eh bien, on le sait, Bernard attache du prix. Il attache du prix à ce que notre démocratie républicaine trouve chez chacun, chacune d'entre nous, un citoyen libre, éclairé, engagé et résilient, un ciment, son meilleur allié parce que nourri du sentiment d'appartenance à une communauté nationale et prêt en toutes circonstances et dans tous les domaines à en défendre les valeurs consubstantielles portées au fondement de notre République. C'est d'autant plus important à ses yeux que nos vieilles démocraties sont confrontées chaque jour aux failles de leur modernité. Bernard, finalement, c'est l'incarnation pédagogique faite homme de cet esprit de défense, une expression pour le moins curieuse et obscure pour les non-initiés, aux grands contours et de contenu imprécis. Mais, attention, Bernard, habitué des grands contours, toujours curieux et précis, n'est jamais obscur, quoique. Il a su, en tout cas, donner à cet esprit de défense du contenu. Comment donc ce pédagogue des enjeux de défense et de sécurité a-t-il fait pour enseigner la défense aux élèves? Comment a-t-il officié? Eh bien, ce fin stratège a tout simplement cultivé son jardin. Un jardin très productif. Qui ne connaît pas le jardin de Bernard? Qui n'a pas bénéficié de sa générosité en pommes de terre, en salade, en tomates, en rhubarbe, que sais-je encore? Et en matière de diffusion d'un esprit de défense, eh bien Bernard a été aussi productif que son jardin. Il a été aussi productif comme son jardin, répondant ainsi eh bien, à la mission confiée à l'Éducation nationale de l'enseigner depuis 1990. Et il nous faut maintenant découvrir son secret. Quel est le secret de cette productivité, de ces actions? Eh bien, observons encore une fois son jardin. Une bonne terre, de bons outils, de jeunes pousses, un ensemble systémique et ordonné de culture en ligne. Transposer ce jardin à la pédagogie de la défense et à la diffusion d'une culture républicaine de défense et de sécurité, et vous découvrez le secret de Bernard, sa stratégie et surtout l'ampleur et la mesure de son action au quotidien. Une bonne terre, à Niche, Valenciennes, l'Académie. De bons outils, des fertilisants naturels, bien sûr, des enseignants éclairés, formés. De jeunes pousses de la réserve, les ateliers défense, les lundis de l'IHEDN dans les établissements scolaires, les rencontres défense, éducation nationale. Alors voilà, vous l'avez compris, Bernard est un homo faber au sens où l'entend personne, c'est-à-dire celui qui travaille. Alors maintenant, on reste à savoir si l'homo faber a fait l'homo sapiens ou si l'homo sapiens a fait l'homo faber, mais ça, Bernard nous le dira tout à l'heure. En tout cas, sans doute. C'est dans ce... Il me reste après des cultures en ligne, puisque j'ai parlé du jardin, et en matière de culture en ligne, eh bien, je vous renvoie à une importante communication numérique, pas besoin d'insister sur la communication orale, de Bernard, tout le monde la connaît. Alors, dans ce cadre, je vais laisser le soin à Thierry de conclure
et surtout de démontrer combien Bernard a été le glyphosate, le sel, le bicarbonate, le phytothérapeute de ce qu'il aime à appeler l'analphabétisme.